Bonjour. 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 Test. L'avantage, c'est que notre table ronde a été très bien introduite par les différents intervenants qui nous ont précédés. Vaste sujet, le sens de l'étiquette. Merci d'être avec nous pour en parler. Je vais vous présenter, même si vous êtes déjà un petit peu présenté par la slide derrière vous. Sandra Joly, vous êtes senior partner à l'agence de branding et de design Lonsdal. À vos côtés, Aude de Casabianca, vous travaillez ensemble toutes les deux, puisque vous êtes à la tête du marketing de Buitoni. Et Juliette Portalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de South for Good, qui accompagne les industriels, notamment dans des réflexions... D'innovation produit. Voilà, d'innovation produit. On a entendu parler beaucoup d'étiquettes. On sait aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été mesuré par cette étude, que ça reste le premier lieu de réassurance des consommateurs, avant même les applications qu'on voit aujourd'hui disponibles sur nos smartphones. On a aussi beaucoup entendu parler du bio, qui rassure beaucoup. Mais plus tant que ça. Alors ma première question, Juliette, ce serait justement, est-ce qu'aujourd'hui l'étiquette, le label bio, vaut encore quelque chose? Alors je pense qu'il vaut encore quelque chose aujourd'hui, mais pas pour très très longtemps. Monsieur Girardot en a parlé ce matin. La demande est de plus en plus forte. Les exploitations agricoles, il y a toujours une limite à l'exploitation. Et si on exploite de plus en plus, eh bien, on va renier les fondamentaux du bio, à savoir la proximité, l'empreinte carbone, les petites productions. Voilà. Donc, et surtout, vu que la production explose, il y a beaucoup d'importations de bio, puisque le bio français ne peut pas faire face à la demande. Et il faut savoir, et je pense que beaucoup de gens le savent, mais pas la majorité des consommateurs, que la législation pour produire du bio n'est absolument pas la même dans d'autres pays d'Europe, voire dans le monde. Donc on a une législation drastique en France, très compliqué de transformer une exploitation et de se mettre en bio, même si ce sont des exploitations raisonnées. Donc forcément, moi j'ai envie de dire, l'étiquette rassurante, alors le bio plus bio que bio, dans notre pays, ce serait de consommer du bio français. Voilà. Et justement, alors 73% des Français réclament un label qui soit plus strict encore que le bio actuel. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie réflexion, plus qu'une réflexion, une vraie action engagée dans ce sens-là pour créer un label peut-être au niveau européen, voire mondial, quelque chose? Je n'en ai pas entendu parler. Et il faudrait que, on parlait d'un label européen, il faudrait déjà que l'Europe parle d'une seule et même voix sur le sujet. Et là, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je pense qu'on n'est pas prêt d'y être. Donc, en revanche, ce que tous les gens de la prospective évoquent depuis déjà 2-3 ans, c'est le local. Et c'est ce qu'on a vu avec les distributeurs tout à l'heure au bout du champ, c'est-à-dire pas forcément du bio, mais de la proximité. C'est des agriculteurs pas loin de chez soi, que ce soit de l'Île-de-France ou dans d'autres régions, où là, il y a en plus une dimension sociale. C'est-à-dire qu'il y a un homme ou une femme derrière, il y a un vrai modèle économique engagé. Donc, c'est, je pense, beaucoup plus fort que le bio, et c'est ce vers quoi on tend à court terme, je pense. Au bout du champ est intéressant comme modèle, puisqu'en termes d'étiquette et de packaging, il n'y en a pas. Non. Voilà. L'étiquette s'efface beaucoup, en tout cas le pack est très austère quand il s'agit de produits bio. Au départ, on comprend que c'était un choix qui était sans doute motivé par des raisons financières, en tout cas on l'imagine. Aujourd'hui, on imagine aussi volontiers que c'est moins le cas. Alors c'est vrai que beaucoup de marques bio distribuées dans des réseaux de distribution bio ont fait pas mal d'efforts ces derniers temps. En revanche, historiquement parlant, l'argent était mis ailleurs que dans le marketing, parce que le marketing, c'est beaucoup de boulot et donc ça a un coût. Et surtout, quand on achète du bio, la démarche, elle est plus sur un produit que sur une marque. Demandez à des consommateurs, même vous dans la salle, si vous fréquentez les Bio C'est Bon ou Nouveau Robinson, etc., je mets au défi à quiconque de savoir quelle est la marque de farine qu'ils achètent dans un Biocoop, par exemple. En revanche, vous savez que vous achetez de la T55, de la T85 pour faire telle ou telle recette. Une marque, alors que si on va dans une GMS classique, on va acheter de la Francine. Enfin, c'est top of mind, c'est le genre de marque qu'on a tout de suite à l'esprit. Du thon, pareil. Est-ce qu'on connaît la marque de thon qu'on achète au naturel dans un magasin bio? Je pense pas. Or, Petit Navire, forcément aussi, est top of mind dans un magasin, dans une GMS classique.
Donc c'est vraiment le produit, c'est ce que disait Monsieur Girardot très justement. Aujourd'hui, on est sur le produit et le bio, c'est ça. Vous entrez dans un magasin bio, vous achetez un produit, donc forcément avec des packaging qui ont une forme d'authenticité, de naturalité, voilà, on n'est pas dans une belle histoire. L'histoire, elle est sur l'origine du produit, donc il n'y a pas franchement d'histoire à raconter. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les linéaires justement des grandes surfaces, des surfaces classiques. Et en tout cas, ce n'est pas du tout la question que vous vous posez, vous, chez Buitoni, j'imagine. On sait que l'étiquette, pour le coup, sur vos produits est extrêmement regardée. On parlait ce matin, vous parliez de Monsieur Girardot, notamment du Nutri-Score, qui a été a priori proposé par le gouvernement pour mettre tout le monde d'accord et pour qu'on ait tous accès à des informations très lisibles, très intelligibles par le plus grand nombre. Pourquoi, sur les paquets de Buitoni, par exemple, vous avez choisi une autre nomenclature ? Oui, c'est vrai qu'on l'a évoqué un petit peu ce matin. Alors, je pense que ce qui serait bien, c'est que voilà, qu'on voit, parce que c'est pas forcément très clair pour tout le monde, la différence entre le Nutri-Score et le Nutri-Couleur. Le Nutri-Score, tout d'abord, c'est dire que au niveau de Nestlé, on n'est pas contre ce système, c'est ce que rappelait Richard Girardot ce matin, dans la mesure où il participe lui aussi à donner de l'information et de la transparence aux consommateurs, tout comme le Nutri-Couleur, qui est le système que Nestlé a utilisé. Ce système vient en fait du système de Traffic Light qui est utilisé au UK et en Irlande depuis plus de 10 ans, que Nestlé a sur l'ensemble de ses produits dans ces marchés-là, et sur lequel en fait on a ajouté la couleur, qu'on pense être un élément de simplification, très clairement, pour le consommateur, donc on reconnaît cet aspect-là. On l'a mis en place. Ce système, il a été testé, il a fait partie du protocole d'expérimentation en situation réelle auprès des consommateurs, et il a été relevé comme le meilleur système. Avec le Nutri-Score, c'était les 2 meilleurs systèmes d'étiquetage parmi les 4 qui étaient testés. Et les 2 sont très intéressants parce que les 2 ont démontré qu'ils permettaient d'améliorer la qualité nutritionnelle du panier d'achat du consommateur. Ce qui est intéressant parce que c'est quand même l'objectif in fine de ce type d'étiquetage, et qu'ils proposaient une information pertinente et intéressante pour le consommateur. Après, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le Nutri-Score donne une information ultra simplifiée. C'est ce qu'on voit ici, c'est une couleur. Donc effectivement, il a l'avantage de donner immédiatement une information sur le produit. Après, si le code couleur est le orange, vous ne saurez pas pourquoi ce produit a été classifié orange. Tandis que le Nutri-Couleur a cet avantage, lui, de vous donner sur chacun des nutriments qui composent le produit un code coloriel. Donc sur tous les nutriments qu'il est important de limiter dans notre alimentation, donc le sel, le sucre, les matières grasses et les acides gras saturés, vous avez une notion de couleur qui permet de vous dire est-ce que c'est trop, pas assez, et qui vous donne en plus un pourcentage par rapport aux apports de référence journaliers. Donc, si vous voulez, ça donne une granularité un peu plus fine de l'information qui permet, selon nous, aux consommateurs de faire un choix plus éclairé, plus conscient, et même de pouvoir faire le choix entre 2 produits au sein d'une même catégorie, de manière plus facilitée, je dirais. Comment vous opérez ces choix, justement ? Parce que moi, je me dis, j'aurais presque envie de voir cohabiter les 2. Un premier Nutri-Score qui me donne une couleur tout de suite, et si j'ai envie d'en savoir plus, je regarde le Nutri-Couleur, et si j'ai envie d'en savoir plus, je lis chaque ligne de l'étiquette. Voilà, comment se fait l'arbitrage de ce qu'on fait figurer ou pas ? Quelle est la contrainte légale aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on conjugue ça avec un désir de désirabilité aussi ? Alors, c'est vrai que tout l'enjeu, ça va être effectivement de pouvoir mettre en place ce type d'informations nutritionnelles, mais pas seulement. Les informations, effectivement, sur la liste d'ingrédients sont importantes, mais bien d'autres informations le sont aussi, qui participent à la qualité d'un produit. Et tout l'enjeu, ça va être effectivement de pouvoir les mettre en place sur nos emballages, tout en véhiculant une notion de plaisir. Par exemple, sur Buitoni, ce qu'on a mis en place ces dernières années, c'est au-delà des systèmes d'étiquetage dans le cadre de la réglementation, c'est par exemple de donner une indication de la portion recommandée pour le produit, qui est un élément
que les consommateurs attendent, c'est-à-dire quand je consomme une pizza surgelée, quelle est la bonne portion à consommer. Donc je vais indiquer quelle est la portion pour un adulte, pour un enfant, selon le grammage et le type de recette que je propose. Je vais également donner l'information de dans quel cadre de repas vous pouvez consommer une pizza, c'est-à-dire avec quel type d'ingrédients en accompagnement pour vous garantir une alimentation équilibrée. Voilà, donc on n'attend pas la réglementation pour nous guider ou nous imposer les éléments à communiquer on-pack. On est, je pense, en tant qu'industriel, et je pense que ça va résonner auprès de beaucoup d'entre vous aujourd'hui, dans une démarche, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, je trouve, depuis le début de cette session Food Morning, on est dans une démarche volontaire et engagée. Les industriels sont dans une démarche volontaire engagée. Nous sommes, et c'est là que l'humain intervient aussi, nous sommes dans ces entreprises des hommes et des femmes qui vivent dans la même époque que nos consommateurs. Nous voyons les mêmes reportages, nous lisons les mêmes articles, nous avons la même sensibilisation aux enjeux d'alimentation d'aujourd'hui. Et donc, nous avons à cœur, je dirais, de proposer le meilleur à nos consommateurs. Et donc, on est toujours dans cette logique d'amélioration nutritionnelle continue. Donc, l'étiquetage ne devient plus une contrainte, mais ça devient juste un moyen de le faire savoir à nos consommateurs, ce qui est important. Oui, sur le papier, ça va. Après, comment est-ce que justement on arrive à traduire cet engagement de marque, les hommes qui sont derrière une entreprise, la valeur ajoutée d'une marque par rapport aux pizzas MDD en ce qui, par exemple, vous concerne ? Oui, c'est vrai que c'est pas simple et en écoutant ce matin et puis même en voyant le thème de la matinée ce matin, je me disais, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe et s'il y a un produit vraiment emblématique, je dirais qu'il traduit assez bien, c'est la pizza surgelée parce que la pizza, c'est par définition le produit plaisir. Franchement, la pizza, elle a son émoticône. C'est un des sujets les plus discutés sur les fils des réseaux sociaux, avec le burger et les sushis peut-être. Enfin, on voyait tout à l'heure dans l'étude que l'alimentation, la cuisine italienne, les pizzerias font partie des cuisines préférées des Français. Donc, on est vraiment dans un aliment plaisir. Mais dès que vous parlez pizza surgelée, très vite, on vous évoque un peu une notion de junk food. Donc, nous, notre enjeu en tant que leader, en l'occurrence de la catégorie en GMS, ça va être de réconcilier ces deux notions. Et en fait, la qualité, elle repose sur plein de facteurs. Franchement, une pizza surgelée, ça a l'air simple. En fait, c'est très complexe. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sur la formulation de la pâte. Vous pouvez jouer sur la technologie utilisée. Sur nos pizzas, Buitoni, on a déjà au moins 6 technologies différentes selon nos différentes gammes. Qu'elles soient pâte fine, pâte épaisse, pâte crue, longuement fermentée, pâte laminée, pâte pressée. On a des milliards de façons de jouer sur la qualité. Il y a le sourcing des ingrédients. On choisit d'aller sourcer nos tomates plein champ et non pas tomates de serre. On utilise des fromages, évidemment, de vrais fromages, contrairement à ce qu'on peut entendre, de qualité, souvent AOP. Donc on a toute cette démarche-là. On a la marque aussi. Et je pense que là, c'est très important, notamment par rapport à votre question sur les MDD. Buitoni ne fait pas ses pizzas comme le fait, par exemple, Dr. Oetker, qui est une marque allemande. Buitoni, ça fait 200 ans que la marque existe. Elle a été créée réellement par Giulia Buitoni en Italie. Donc elle a une histoire, mais qui n'est pas juste du storytelling marketing, qui a une réalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des chefs à la Casa Buitoni qui existent réellement en Toscane, qui créent et conçoivent nos recettes. Donc ça, c'est important aussi de le faire savoir. Et du coup, le packaging, vous faites appel à Lansdal. Et ben voilà, ce que j'allais dire, c'est le brief que nous faisons à nos agences. Alors, on a un produit qu'on peut cuisiner de 6 façons. On a une marque super jolie qui doit cautionner tout ça. On a une liste d'ingrédients et de contraintes d'apports nutritionnels à faire figurer. Et on a une super agence, voilà. Brief. Comment est-ce qu'on fait quand on récupère tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour faire rimer Alors, du coup, on a vu défiler un peu les choses. Je vais essayer de vous les expliquer sans obligatoirement avoir les visuels sous les yeux. Mais effectivement, l'objectif, c'était on a travaillé pas mal ces derniers temps sur toutes ces dimensions. L'objectif étant de revaloriser la marque déjà Buitoni, parce que tout un tas de consommateurs, et je pense qu'ici encore beaucoup dans la salle, ne savent pas nécessairement qui est Buitoni, quelle est son histoire et quel est son ancrage. Donc on a eu pour objectif de travailler, voilà, on voit le logo apparaître, on a eu pour objectif justement de remettre toute cette histoire et renourrir la marque en termes de contenu, en remettant au cœur de son identité cette fameuse casa qu'évoquait Aude à l'instant, qui est à la fois un socle historique,
géographique pour la marque, dans lequel effectivement Mama Giulia à l'époque a créé ces fameuses pizzas, mais c'est aussi un endroit où aujourd'hui on trouve des chefs qui travaillent tous les jours, qui préparent des nouvelles recettes, qui innovent, qui améliorent aussi les recettes. On a parlé beaucoup d'amélioration, qui demain, pourquoi pas, construiront une offre bio. Et donc on a voulu mettre ça en avant à la fois avec de l'ancrage, mais aussi une vision qui illustre la mission de la marque. L'autre point, on a beaucoup parlé de désirabilité. Aujourd'hui, la marque Buitoni s'inscrit dans l'univers du surgelé, où il n'est pas aussi évident que ça de parler d'impulsion, de produits vraiment plaisir. Donc on a fait aussi tout un travail sur cette dimension. Là, on voit des planches qui ont été des planches d'inspiration pour parler de vrais ingrédients, de pizzas aussi, qui ont leurs défauts, elles ont beau être surgelées, en fait, elles ont été préparées fraîchement auparavant, et donc on a travaillé sur tout l'univers visuel pour valoriser cette dimension. Enfin, on a construit tout un discours, tout un territoire d'expression pour les engagements de la marque. On a parlé tout à l'heure dans l'une des interventions précédentes de l'importance de l'engagement des marques. Il fallait aujourd'hui que Buitoni ait sa façon de s'exprimer sur ces sujets. D'où cette cartonnette et cette typographie qui a été créée vraiment en s'inspirant des écritures des chefs. On en voit une d'ailleurs sur cette image. On va mettre un peu de main, la main de l'homme. Comment ? La main de l'homme. La main de l'homme, exactement. Et du coup, qui nous permet aujourd'hui, en fait, sur chaque offre, de signifier quelque chose. Donc, de parler de sourcing AOP, de qualité aussi nutritionnelle, si on veut parler et mettre l'accent sur cette dimension. Donc ça vient étayer les propos des Nutri-Score et autres, mais de façon plus personnelle, plus singulière, parce qu'il est aujourd'hui nécessaire que les marques s'expriment de cette façon-là. Tout ça aussi, ensuite, et on ne le voit pas ici, mais relayé bien sûr sur tous les supports de communication autres. Oui. Le packaging ne pouvant pas tout exprimer, donc on a aperçu via une nouvelle offre qui va bientôt sortir, qui est un peu une exclusivité qu'on présente aujourd'hui et qui doit être en fait la quintessence de savoir-faire et du travail des chefs de la Casa et de toutes les équipes. On voit dans les images qui suivent le dos du pack, qui nous permet en fait d'étayer ces propos. Et voilà. C'était un peu la question que j'allais vous poser, parce que les faces des packs, on sait le soin qu'on y porte, qu'on y prête, et le dos peut-être un peu moins, l'étiquette proprement parlée beaucoup moins. Est-ce qu'il y a un travail, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour que l'étiquette soit elle-même plus appétante et comment est-ce qu'on peut imaginer le futur de l'étiquette? On parlait aussi tout à l'heure de food tech, des applis qui permettent de faire d'autres choses, de partir de voyager vers le futur. Oui, alors effectivement aujourd'hui l'étiquette a une surface assez restreinte pour s'exprimer, et aujourd'hui on fait ce qu'on peut pour trouver l'équilibre entre évocation, sens, preuve. Mais ce qui est formidable avec les nouvelles technologies, c'est qu'on peut avoir de véritables relais. Donc je ne sais pas, alors là au niveau des images, normalement on a des choses aussi qui doivent suivre. Je ne sais pas si c'est moi qui ai la main ou pas. Est-ce qu'on a des images qui suivent? D'accord. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces nouvelles technologies, voilà, on va voir un des exemples, permettent aux marques en fait de relayer le discours premier qu'elles inscrivent sur leur packaging et peuvent parler aux consommateurs à la fois d'engagement, leur faire vivre de nouvelles expériences. On le voit avec ce cas d'Heineken Fobo, qui a réinventé la bouteille consignée, qui n'était plus du tout à la mode, en s'appuyant sur le concept du forward, et qui permet aujourd'hui en fait à cette bouteille de s'inscrire dans un enrichissement permanent, passant de main en main et vivant une histoire d'un restaurateur à un autre, histoire qu'on peut retrouver du coup grâce à une puce qui se trouve au niveau de la bouteille. D'accord. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est tout ce qui est voice shopping, de façon plus globale, voilà, avec Alexa, des nouvelles façons d'aborder l'information et la communication. On voit l'exemple de Patron qu'on vient de voir à l'instant. En fait, c'est un exemple avec lequel on s'adresse à Alexa et on parle. L'interaction se passe comme si on était face à un barman, et on peut lui demander une idée de cocktail, et on a tout de suite, à tout moment, la possibilité de récupérer un cocktail personnalisé. Donc ça pose la question, en fait, comme tu le soulignes à l'instant, de la place du packaging dans tout ça demain. Mais ces nouvelles technologies, comme la technologie NFC qu'on va voir sur l'image suivante, ou la réalité augmentée, permettent au packaging, en fait, vont permettre aux marques d'utiliser le packaging différemment et de créer des expériences beaucoup plus complètes. On va voir dans
dans le visuel suivant un exemple de marque qui... alors, c'était le précédent, je ne sais pas si la vidéo va marcher ou pas. En termes de temporalité, Voilà. parce que par exemple, on parlait tout à l'heure de Qualito ou de Yuka. Aujourd'hui, c'est à peu près 30% des Français qui l'utilisent, ce qui reste assez peu. On évolue à quelle vitesse? À quelle vitesse est-ce qu'on peut imaginer que demain, en effet, le pack l'étiquette soit complètement autre chose? Est-ce que vous, chez Buitoni ou Juliette, avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est des sujets qui sont là, entre vos mains déjà, et prêts à être déployés? Ce qu'on voit en fait, et on en discute déjà avec Aude sur la marque Buitoni, c'est que toutes ces nouvelles technologies telles que la réalité augmentée en fait permettront très rapidement aux marques de créer des expériences vraiment sur mesure avec un contenu très exclusif. C'est l'exemple de Glenlivet qui permet en fait au consommateur, en dégustant son whisky, d'entrer dans une démarche d'œnologie et de découvrir les notes aromatiques, etc. de la boisson. Donc, ce sont des choses auxquelles on réfléchit dès aujourd'hui et pour demain pour les marques. C'est plus une question de technologie, d'appropriation de la technologie, mais clairement les choses vont aller relativement vite dans ces dimensions. Ouais, déjà sur la catégorie pizza par exemple, aux États-Unis, on initie des réflexions pour avoir des fours connectés qui nous permettent en fait de régénérer exactement comme il le faut la pizza. Ça semble tout bête. Pour mais la en fait, qualité optimale de exactement. dégustation. En fait, le facteur de qualité, un des facteurs de qualité majeurs, c'est celui de la régénération finale dans le four du consommateur, qui est très souvent faite de manière tout à fait approximative et qui tue une grosse partie de la qualité qu'on a construite tout au long de la chaîne de valeur du produit. Donc, on est en train de réfléchir à comment on pourrait mettre ce type de solution en place, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu la limite justement du packaging, comme vous le dites. En fait, on regarde pas très souvent le dos de pack, là où on a le mode d'emploi et on a beau le mettre dans toutes les tailles possibles, en jaune sur fond rouge, les gens le regardent pas plus et ne le respectent pas plus. Donc comment est-ce qu'on va sur ces nouvelles technologies pour permettre vraiment de délivrer une qualité maximale jusqu'en bout de chaîne? Que l'étiquette soit un outil. Oui, les objets connectés. Alors, il y a les fours, il y a les poêles, il y a les cocottes. On est un peu en retard en France et bien plus utilisé dans les pays anglo-saxons, mais ça va venir. Effectivement, c'est la garantie du non-ratage. Donc, c'est une belle promesse. Et puis surtout, comme dit Aude, quand on a passé des années à développer un produit en R&D, qu'on sait que telle pâte, ça se réchauffe comme ci, tel topping, ça va être plutôt comme ça. Bon, il faut avoir la garantie de l'expérience gustative et de texture maximale. Et ça échappe aux industriels, malheureusement. C'est aux consommateurs de faire. Et le moindre geste culinaire, même si c'est du réchauffage, c'est un geste culinaire. Et on voit en travaillant, nous on travaille pas mal avec du cookware, la poêle, la cuisson, c'est ce qu'il y a de plus compliqué en cuisine. C'est en même temps la seule action, enfin c'est le seul moment où l'homme a encore une valeur ajoutée sur le produit acheté. Exactement. Donc c'est intéressant dans le développement des technologies, mais assez effrayant dans le développement des qualités de cuisine des uns et des autres. Oui. Merci beaucoup, on est déjà arrivé au terme de notre temps. Merci. À toutes les trois. Merci.